Et messieurs, bonsoir. Dans cette nouvelle séance ou dans cet nouvel épisode, nous continuerons de traiter, de discuter, d'analyser le thème intitulé La communication de l'information. Dans la séance passée ou dans la séance précédente, nous avons étudié et traité deux sous-thèmes. Le premier, c'est l'information. Le deuxième, c'est le modèle de communication. Or, dans cette séance nouvelle, nous nous familiarisons et nous traiterons de sous-thèmes, les types de communication et les réseaux de communication. Donc, les types de communication. L'entreprise est souvent assimilée à un vaste enchevêtrement de réseaux de communication. Ceux-ci, sous diverses formes, dans différentes directions, traversent la structure dans son ensemble. Ils possèdent des caractéristiques propres. Voyons en quelques-unes. La communication personnelle ou impersonnelle, c'est-à-dire la lettre et le coup de téléphone opposé à la note de service. La communication descendante, exemple, le long de la ligne hiérarchique. Communication ascendante, latérale, diagonale, directeur de la fabrication vers le chargé d'études commerciales. La communication écrite et la communication orale. Le choix est important, toutes deux présentant de multiples avantages et inconvénients. Prenons simplement l'exemple de l'écrit. Il suffit d'inverser pour l'oral. Les habitudes varient d'une entreprise à l'autre. Dans certaines, le support écrit reste dominant. Dans d'autres, le téléphone ou la rencontre sont privilégiés. L'inflation de documents fait qu'il peut être nécessaire d'expliquer par un coup de téléphone l'importance de tels documents. La technique moderne ne cesse d'apporter de sérieux bouleversements aux moyens de communication. Les banques de données, la téléconférence, la visioconférence, le Minitel, les réseaux de micro-ordinateurs, télécopie, téléphone mobile sont autant de nouveautés peu à peu intégrées dans la vie des entreprises. La communication ne peut être dissociée de son rapport coût-efficacité. 10 minutes de conversation téléphonique reviennent autrement moins cher que la patiente élaboration d'une lettre avec attente de réponse. Si nous calculons le coût de revient d'une journée de cadre supérieur, on peut se demander si telle réunion de 3 heures, mais nécessitant une demi-journée de transport pour 10 cadres est réellement rentable. Quatrièmement, les réseaux de communication. Les psychosociologues se sont penchés sur les différentes formes de réseaux pour en déterminer l'efficacité. A. La qualité des réseaux.
Les recherches sur ce point datent quelque peu, mais demeurent très parlantes. Elles sont dues à deux auteurs américains, Bavla et Leavitt. La technique d'étude consiste à mettre en relation 5 personnes, à leur attribuer une tâche, puis à mesurer l'efficacité de la communication. On distingue 5 formes de réseau. Premièrement, le réseau enchaîne. Donc A, B, C, D et E. Donc A n'a pas de relation qu'avec B, C qu'avec B et D, etc. On détermine alors pour chaque personne un coefficient de centralité égal au rapport entre la somme totale des communications dans le réseau et le nombre de communications dont elles-mêmes disposent. Ici, le nombre total de communications dans le réseau, appelé distance totale, est 2. Donc, A pour aller vers B, une position. A pour aller vers C, 2 positions. A pour aller vers D, 3 positions. Et A pour aller vers E, 4 positions. Donc la somme est de 10 positions. B pour aller vers A égale une position. B pour aller vers C, une position. B pour aller vers D, 2 positions. Et B pour aller vers E égale 3 positions. Donc la somme est de 7 positions. De même, on trouverait 6 positions pour C, 7 pour D et bien entendu 10 pour E, comme pour A. Donc, la distance totale est 10 plus 7 plus 6 plus 7 égale 40 positions. Donc, le coefficient de centralité de A est égal à 4, de B égale 5,7, de C égale 6,7, de D égale 7,7 et de E est égal à 4. Donc C dispose du coefficient de centralité le plus élevé. C'est lui qui exerce le plus grand influence. Ce réseau enchaîne est lent dans la transmission de l'information. Le deuxième réseau, c'est le réseau en Y. C détient une position dominante. Ce réseau est assez efficace. Donc, C détient une position dominante. Donc, ce réseau est assez efficace. Troisièmement, le réseau en cercle. Le réseau en cercle. Donc, chacun présente le même degré de centralité. Le groupe est bien soudé, mais mal adapté à la résolution de tâches complexes. Donc, les erreurs sont fréquentes. Quatrièmement, le réseau en X. Le réseau en X. B domine. Le réseau est efficace, mais les motivations de A, C, D et E sont faibles. Cinquièmement, le réseau étoile. Le réseau étoile. Ce réseau est efficace, mais on se rend compte que dans la pratique, il n'est guère possible de contraindre chacun à établir des relations avec tous les autres. Des auto-limitations s'opèrent. L'intérêt de ces études est de montrer que
n'importe quel réseau n'est pas recommandé pour n'importe quelle tâche. B. Les types de réseaux. De nombreux réseaux de communication coexistent dans l'entreprise. Ramenés à l'essentiel, on distingue deux réseaux. Le réseau formel et le réseau informel. Le réseau formel, il résulte de tout ce qui a été prévu par la direction, la voie hiérarchique, relations de conseil, journal d'entreprise, panneaux d'affichage, déclaration du président. Nous trouvons donc des canaux et des supports très diversifiés. Les réseaux informels. Parallèlement au premier réseau, se noue toute une série de relations amicales ou cordiales, dues aux circonstances les plus diverses. Les liens d'affection, les bureaux voisins, même moyens de transport, même lieu de repas, etc. L'entreprise connaît un mélange de réseaux de communication, certains formels, d'autres informels. Les premiers sont assez lourds mais sûrs. Les seconds, rapides mais susceptibles d'introduire des billets. Ils sont tous peu importants et doivent donc être soigneusement entretenus. N'a-t-on pas remarqué une baisse d'efficacité et de motivation dans le personnel d'une firme qui venait d'installer son siège social dans une tour moderne en quittant un immeuble particulier ancien. Parmi les raisons invoquées on retrouvait souvent celle-ci. Avant, nous étions obligés d'utiliser l'escalier et ceci était l'occasion d'échanger quelques mots avec les amis, quel que soit leur service ou même leur grade. À présent, l'ascenseur a tout cloisonné et nous ne connaissons que notre vision de bureau. Voisin de bureau. La nécessité d'une politique en communication interne a depuis longtemps pris une telle dimension que la fonction de DIRCOM, c'est-à-dire le directeur commerce de la communication, existe dans toutes les grandes entreprises, très proche de la direction générale. Ce cadre de haut niveau supervise toutes les actions de communication. Parmi ces actions, procédure d'annonce spécifique lors du recrutement d'une nouvelle personne. Rapport annuel destiné au personnel et aussi aux actionnaires. Journal d'information comportant les principaux événements ainsi que les décisions majeures. Lettre du comité de direction ou du président. La messagerie vocale et informatique à destination de tout le personnel. Les réunions d'information lors, par exemple, du lancement d'un nouveau produit. Les séminaires stratégiques ad hoc, exceptionnels, pour régler un problème précis. Convention de l'ensemble du personnel ou seulement des cadres, soit pour ponctuer régulièrement une
fin d'année, soit pour marquer un événement exceptionnel, un projet d'entreprise, une fusion, etc. En dernier, on vous remercie de votre attention, de votre suivi et de votre patience. Aussi, on vous remercie de votre soutien et nous espérons que ces notions sont bien maîtrisées et sont bien assimilées et comprises. Dans la séance prochaine, on traitera un autre sujet, c'est l'apprentissage organisationnel. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Avec vous, Monsieur Kifif Mohamed.